Agoran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Dumas, présidente de la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée nationale. Françoise, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes députée depuis 2012, députée du Gard, c'est votre terre. Vous avez commencé votre carrière comme assistante sociale à l'ASE du Gard. Puis vous avez gravi au fur et à mesure les échelons jusqu'à devenir chef de service de la gestion locative de l'office HLM départemental du Gard. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de la prestigieuse commission de la défense nationale et présidente de la délégation parlementaire au renseignement. Un beau parcours. Vous rêviez de ça quand vous étiez enfant? Absolument pas, mais vraiment absolument pas. Je voudrais dire aussi quand même je suis directeur territorial. Et je crois que très tôt par contre j'avais c'est vraiment cette nécessité personnelle de toujours servir autrui. Tout d'abord, effectivement, servir les plus vulnérables. C'était mon ADN, je dirais, politique et philosophique. Et même ma formation juridique de base m'y obligeait. Après, au fil des années, en fait, et en étant parlementaire sur mon territoire, qui est un des territoires les plus importants de l'armée de terre, puisque nous avons beaucoup de régiments, nous avons 4 régiments dans le Gard, et notamment un des prestigieux du 2e REI, donc de la Légion étrangère. Et lorsqu'on pousse la porte, quand on y est invité, c'est pas mon monde, hein, c'était pas du tout mon monde, mais lorsqu'on commence à s'intéresser à la condition militaire, aux hommes, aux forces armées, eh bien, on trouve d'une certaine façon, en tout cas pour ma part, j'y ai trouvé une forme de réponse au niveau de la société en général à un certain nombre de désordres et de besoins des générations de la jeunesse et des valeurs que nous devons continuer à porter dans ce pays, qui a une place singulière dans le monde et qui doit le demeurer. Et c'est vrai que ces armées y contribuent largement de par sa façon de fonctionner, de par sa condition militaire qui est extraordinaire. C'est vraiment par le territoire en fait que vous êtes intéressée sur les questions de défense, quoi. Absolument. Et ce sont les hommes et les femmes de ce territoire, ces soldats, qui m'ont amené petit à petit à m'intéresser donc au monde de la défense. Et puis, une fois qu'on avance dans cette connaissance, on ne peut plus véritablement en sortir. En tout cas, je suis absolument passionnée par ce que je fais. Je suis très honorée d'être la présidente de cette commission. Alors, mais assez paradoxalement, Patricia Adam, mon alter ego du mandat précédent, était elle aussi assistante sociale et intervenait dans le champ de la protection de l'enfance comme moi. Donc je pense qu'il y a cette notion très personnelle de trouver un certain nombre de réponses dans cette force intérieure de nos forces armées qui à la fois nous rassurent, nous protègent et savent aussi apporter un message d'intérêt et de retirer connaissance au profit de notre jeunesse. Alors vous êtes présidente de la commission de la défense depuis 2019, depuis l'été 2019. Elle sert à quoi cette commission? Expliquez-nous. Alors elle sert à préserver et à travailler toutes les questions relatives aux forces armées et donc aux grands enjeux de la défense française dans le monde. En fait, il y a quatre enjeux majeurs que nous devons débattre dans le cadre de cette commission, qui est une des 8 commissions de l'Assemblée nationale. Alors la spécificité de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle n'est pas la commission de la défense, des forces armées et de la défense nationale et des affaires étrangères comme au Sénat. Hein, donc nous avons 2 commissions pour l'ensemble de ces sujets. Donc nous nous consacrons essentiellement donc, à 4 enjeux. Les 4 enjeux, c'est effectivement essayer de réfléchir à la stabilisation de la situation sécuritaire dans les zones dans lesquelles nous intervenons. Nous devons aussi, bien évidemment, poursuivre et continuer à avancer sur la mise en œuvre des différentes lois de programmation militaire.
Nous devons aussi, je dirais, avancer dans la construction de la stratégie européenne de défense et enfin veiller à ce que notre base industrielle technologique de défense ait les moyens de fonctionner et soit en totale cohérence par rapport à nos besoins, aux besoins de nos armées. Alors, cette émission, elle s'appelle Continuum. Quelle est la place de la défense, de l'armée dans le continuum de sécurité? On parle souvent des forces de sécurité intérieure. On va évidemment parler de la gendarmerie, qui est une force militaire, mais on parle de la sécurité privée, on parle de la population, on parle des acteurs privés. Et on oublie souvent, dans les discussions, la place de la défense nationale et la place de l'armée dans le continuum de sécurité. Eh bien, elle est absolument fondamentale. Elle l'est, je dirais, dans la sécurité civile. Elle forme l'ensemble des forces de sécurité civile, que ce soit les sapeurs-pompiers de Paris, que ce soit les marins-pompiers de Marseille, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, de sécurité civile. Elle intervient évidemment, je crois que la dimension principale, c'est la présence importante, c'est la 4e force armée, puisque nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, évidemment la marine, mais la gendarmerie est absolument essentielle dans notre dispositif de défense des intérêts vitaux de ce pays, que ce soit au niveau donc, de la sécurité intérieure, que ce soit aussi sur, je dirais, la défense et la protection de nos intérêts majeurs, que ce soit en termes de dissuasion, que ce soit en termes de protection civile et que ce soit aussi sur l'ensemble de nos questions relatives à la protection et de la sécurité. On a actuellement 100 000 gendarmes sur le territoire national, qui couvrent d'ailleurs 95% de ce territoire. Et 50% de la population. Et 50% de la population, on oublie de le dire. Oui. Pourquoi, pour vous, la question de la militarité des gendarmes, c'est quelque chose d'important ? Pour moi, elle est absolument fondamentale et on le voit bien aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'un militaire n'est pas formé, sa condition militaire le met à disposition permanente de l'État. Les valeurs intrinsèques de la gendarmerie, sa façon de travailler, son inscription sur le territoire, le fait qu'il soit au cœur des territoires dont ils assurent la protection, font qu'ils ont une relation à la population qui est peut-être différente, certainement plus respectueuse, fondée sur des valeurs républicaines majeures, en tout cas dont on doit réellement s'inspirer dans d'autres espaces. Plus ancrées sur le territoire. Oui, j'allais dire au milieu de la population. Elles ne sont pas que dans... Elles sont dans la connaissance du territoire. En étant présentes sur les territoires, elles connaissent mieux les acteurs, elles ont une approche beaucoup plus globale et elles n'ont pas uniquement cette approche d'intervention. Elles sont là pour mieux le connaître, ce territoire, et l'appréhender en fonction de ses spécificités. Elles ont une relation beaucoup plus installée et régulière aussi avec les élus des territoires. Et on le ressent bien dans l'ensemble des conséquences que ça peut avoir sur leur mode d'intervention. Vous venez de Guyane. Oui, qui est un bon exemple. Et justement, ce qui est un exemple, j'allais dire, de continuum. Pouvez-vous nous en dire un mot sur justement la coopération entre les forces de sécurité intérieure, en particulier la gendarmerie qui est pas mal mobilisée, les forces armées, alors à la fois sur les questions d'orpaillage, et notamment cette fameuse mission Harpie, si vous pouvez nous en dire un mot sur justement cet exemple de continuum avec la défense nationale. En fait, la gendarmerie nationale a deux rôles. Elle a une responsabilité en termes de sécurité intérieure, mais elle a aussi un rôle de police judiciaire. Donc lorsqu'elle intervient aux côtés des forces armées sur un certain nombre d'opérations, et notamment sur ce territoire de Guyane, elle intervient simultanément pour pouvoir permettre aux militaires, aux forces armées en présence, aux régiments en présence, de pouvoir assurer leurs fonctions de sécurité intérieure. Donc il y a l'opération Harpie qui effectivement lutte sur un territoire très complexe
contre la dégradation de notre forêt amazonienne. Et puis elle intervient aussi sur la sécurisation et la protection du site de Kourou, donc l'espace spatial. Donc, cette fameuse opération et l'opération Titan, c'est ça Titan, donc, qui est faite en lien avec les forces militaires aussi, donc les Marsouins et des Terriens. Donc c'est un bel exemple effectivement de coopération. Demain, la défense risque d'intervenir ou va intervenir sur les questions de sécurisation des Jeux Olympiques, des grands événements. On voit bien que l'armée, sur des très grands événements internationaux qui se déroulent en France, est régulièrement sollicitée. Quelle sera la place aujourd'hui de l'armée à côté des forces de sécurité intérieure, à côté des entreprises de sécurité privées qui vont être mobilisées? Quelle sera la place de l'armée sur les Jeux Olympiques de 2024 ? Je crois que nos armées, elles participent à cette approche inclusive de la sécurité globale, dont l'esprit date des années du premier livre blanc de 2013, de 2008, puis de 2013-2020. Et plus que jamais, elle doit y participer de manière subsidiaire. Ce n'est pas son rôle premier. Mais elle doit y apporter toute sa place. Il ne faut pas que nos armées soient utilisées, comment dire, de manière... elle doit l'être de manière complémentaire, en fait. On a l'impression que les militaires, surtout dans le débat politique, dès qu'il y a un problème dans un quartier, on dit qu'il faut faire appel aux militaires. Il y a eu effectivement l'opération Sentinelle, hein, qui est quand même... un exemple de mobilisation de l'armée dans des situations de crise qui perdure. Hein. On a entre 1000 et 10 000 militaires qui sont sur le territoire national maintenant en fonction de l'évolution de la menace terroriste. Et puis, effectivement, souvent, on entend des hommes, des femmes politiques dire qu'il faut faire appel à l'armée, il faut faire appel à l'armée pour la lutte contre le Covid aussi, sur les questions de grosse délinquance, là, sur la sécurisation des Jeux Olympiques. C'est un puissant fond. On peut y avoir recours systématiquement tout le temps. Nos militaires, on peut se féliciter du fait que nos citoyens aient confiance en leurs forces militaires déjà. C'est-à-dire que leur réflexe est de compter sur ces forces armées dans des situations de grande crise. Mais par contre, il y a une règle fondamentale qui s'inscrit, puisque son rôle principal, c'est quand même de défendre le pays à l'extérieur, évidemment, de nos frontières, mais elle doit contribuer donc à ce continuum de sécurité-défense, mais elle doit le faire sous la forme de la règle des 4 I, c'est lorsque, je dirais, les forces intérieures sont soit indisponibles, soit insuffisantes, soit dans l'incapacité, soit inexistantes ou totalement inadaptées. Et là, en l'occurrence, donc, sur un dispositif comme les Jeux Olympiques, il faut éviter que l'on se retrouve dans... Elle doit y participer, c'est-à-dire qu'elle doit y penser dans une forme totalement inclusive. Ça doit être conçu en amont, mais ça ne doit pas être fait en urgence, de manière à ne pas déstabiliser nos forces armées. Donc, elles ne sont pas là pour se substituer aux forces intérieures, mais bien pour apporter leur spécificité, leur particularité et leur capacité, mais de manière subsidiaire. Je crois qu'il y a eu un mauvais exemple qui a été fait aux Jeux Olympiques de Londres, absolument. Où les entreprises de sécurité privées étaient un peu défaillantes et on a eu recours à l'armée. C'est ce que vous voulez éviter un peu. Absolument. Il était prévu, je crois, 10 000 effectifs et l'incapacité des structures privées de mobiliser le nombre de personnes je dirais, d'activités privées, ont fait qu'ils ont dû solliciter l'armée de manière supplémentaire, à hauteur de 5 000 hommes supplémentaires, et ça a déstabilisé les armées britanniques pendant 2 ans, simplement parce que ce n'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que nos forces armées et nos forces armées françaises, elles sont je dirais, à flux tendu. Elles doivent être en permanence en capacité de se déployer à l'extérieur de notre pays ou dans le cadre des missions qui sont déjà prévues, que ce soit les missions Sentinelle, s'il y avait une dégradation de la situation à l'intérieur de notre pays. Donc elle ne peut intervenir qu'en complément et sans se remettre en cause.
Et le fait qu'elles ne soient pas dans des effectifs pléthoriques fait qu'on ne peut pas se permettre de les mobiliser de manière très importante. Ça se ferait de toute façon au détriment de la continuité de nos interventions à l'extérieur du pays. Continuum, sécurité, c'est forcément l'actualité avec cette fameuse proposition de loi sur la sécurité globale. Oui. Quelle est la place de la Commission de la Défense dans la discussion sur cette proposition de loi? On a beaucoup entendu parler, notamment ce fameux article 24. Quel est votre regard là-dessus et également sur le livre blanc sur la sécurité intérieure? Bien, je pense que déjà, dans le cadre de la sécurité intérieure, nos gendarmes ont une place importante et ils contribuent aux côtés des policiers à la sécurité en général dans notre pays. Donc, ils seront équipés et ils auront les mêmes moyens et ils ont la capacité, les mêmes moyens d'intervention que nos policiers. Et donc, il faut veiller à ce qu'ils puissent bénéficier des mêmes moyens, à la fois pour les protéger, et on le voit bien, bon, l'article 24 qui a fait énormément polémique, mais on ne peut pas ramener ce continuum sécurité-défense uniquement à ce texte qui a vocation à renforcer ce continuum en protégeant les professionnels donc, qui assurent notre protection, que ce soit les polices municipales, les policiers nationaux, la gendarmerie et évidemment les polices ou les agences de sécurité privée. Donc en fait, ça accroît un certain nombre d'outils supplémentaires qui viendront à la fois mieux protéger nos professionnels de sécurité, mais nous devons veiller à ce que tout cela se fasse effectivement dans le respect des libertés fondamentales. Bon, moi, je crois beaucoup aux nouvelles techniques. Il faut aussi pouvoir les utiliser. Il faut aussi pouvoir protéger nos policiers, nos gendarmes sur le terrain. Mais il faut le faire dans le respect strict des libertés. Et je pense que nous arriverons au bon compromis rapidement dans la deuxième lecture. C'est quoi, pour vous, ce sera ma dernière question, votre souhait et votre volonté de voir comment la défense, l'armée, évolue sur le territoire national? C'est quoi l'enjeu de demain? Bien, l'enjeu de demain, c'est de garder sa place et toute sa place sur le territoire national, sur les territoires d'outre-mer, évidemment. Notamment par, je dirais, cette militarité qui apporte un esprit particulier, un supplément d'âme, des valeurs fondamentales. Et nos forces armées participent de manière très plurielle aux valeurs de la République et à la défense des valeurs de la République. Et je crois que nous devons continuer à les entendre, à utiliser d'une certaine façon leur expertise et leur formation, et certainement plus les associer aux formations des autres forces de sécurité intérieure. On a beaucoup à apprendre et beaucoup à s'inspirer de cette singularité militaire qui fait l'honneur de notre nation. Un beau plaidoyer. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Françoise Dumas. Merci à vous, Sébastien. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.